Bonjour à tous. Alors l'entrée dans l'hiver 2022 est accompagnée d'incertitudes. La guerre en Ukraine a généré des difficultés d'approvisionnement en énergie et une augmentation faramineuse des prix. Elle accélère aussi les réflexions sur la souveraineté énergétique des pays et sur toutes les évolutions, voire les révolutions qu'il va falloir mettre en œuvre pour s'adapter. Depuis plusieurs mois maintenant, les appels à la sobriété se succèdent et cette quête pourrait parfaitement contribuer à l'autre enjeu du siècle, qui est donc celui de la préservation de la planète et de la décarbonation. Alors cette crise, on va le voir ensemble, peut-elle aussi être une opportunité pour accélérer les transitions, à commencer par notre manière de vivre dans la ville? Comment les métropoles peuvent-elles répondre à cette double injonction, faire face à la crise énergétique et décarboner, le tout sans obérer la qualité du service public ni oublier les plus précaires? Donc pour en parler à mes côtés, Virginie Monnier-Mang, déléguée territoriale EDF Occitanie, Frédéric Faure, bonjour, directeur Bonjour. territorial GRDF dans l'Hérault, et Agnès Sora, donc conseillère municipale Bonjour. à la ville de Montpellier, déléguée au patrimoine municipal, la sobriété énergétique. Oui, C'est ça. c'est ça, j'ai eu un doute. Alors, donc on l'a dit, le baromètre des prix de l'énergie affecte aussi les collectivités. Depuis cet été, l'heure est à la chasse aux économies partout. Peut-être, Agnès, vous pouvez commencer par nous dire d'un mot comment cette crise affecte la métropole de Montpellier et la ville. Alors, la collectivité métropole, comme toutes les collectivités et comme toutes les entreprises en France, subit de plein fouet cette hausse inédite des factures. Sur le simple périmètre de la métropole, on a une augmentation de 175% sur la facture électrique, 250% sur la facture du gaz. Oui. Et sur l'éclairage public, on est à 75%. Donc on sait très bien que pour l'exercice 2023, on a des projections qui nous font voir une augmentation de 10 millions, un peu plus de 10 millions sur le simple périmètre donc, métropolitain. Si on y rajoute le délégataire TAM qui lui est sur une augmentation de 8 millions, voilà, 10 plus 8, 18, en espérant que ça s'arrêtera là. Voilà. Ceci dit, et on tient à le rappeler, toute l'équipe municipale et métropolitaine, notre capacité et notre volonté de maintenir notre capacité d'investissement reste très solide. C'est la seule issue pour pouvoir effectivement investir et travailler à une sobriété. On a, et ça je tiens quand même à le rajouter, on vit quand même un moment où on est sur la double peine, c'est-à-dire qu'on a des coûts de l'énergie qui sont incontrôlables aujourd'hui et en même temps, et qui affectent notre capacité d'investissement, et en même temps, on doit continuer et on doit tripler, quadrupler notre capacité d'investir sur ces structures. Donc, voilà, je ne fais pas un dessin. Les gens qui sont en manette de certaines entreprises savent aussi de quoi ils retournent. Alors peut-être on va évoquer les moyens maintenant pour répondre à cette urgence énergétique. Il y a plusieurs leviers sont possibles. Peut-être on peut commencer par la production d'énergie renouvelable dont les entreprises mais aussi les collectivités peuvent s'emparer pour à la fois faire baisser la facture énergie et décarboner. Alors Frédéric, peut-être on commence par vous. La crise ukrainienne a braqué les projecteurs sur le gaz, sur notre dépendance au gaz russe, mais aussi sur l'empreinte carbone du gaz, qui est toutefois moins importante que celle du charbon. On peut peut-être parler d'une énergie de transition, mais est-ce qu'il faut aller plus loin et comment ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la crise géopolitique, la guerre en Ukraine a pour conséquence une augmentation très forte des prix du gaz, qui est venue après une augmentation qu'on avait déjà identifiée au moment de la reprise économique après la crise sanitaire. Le contraste est d'autant plus frappant que le gaz a pendant plus de 15 ans été une énergie très peu chère. Et donc du coup, l'augmentation a été assez forte pour l'ensemble de nos clients. Finalement, cette crise, elle vient accélérer des tendances de fond
qui était déjà là, qui était déjà à l'œuvre, et qui nous amène collectivement, alors voilà, en tant que gestionnaire d'infrastructures de réseau, énergéticien, collectivité, clients, on va devoir tous, entreprises aussi, accélérer ces tendances qui étaient perceptibles. Ces tendances, c'est quoi? C'est d'abord une crise d'approvisionnement, même si en proportion, le gaz russe dans le mix gazier français était très peu présent, c'était à hauteur de 17%. C'est tombé à 9% au mois de février. Il est aujourd'hui à 0, mais bon, vous l'avez compris, ce n'est pas que de notre fait. C'est aussi une conséquence sur les capacités de production électrique, hein, qu'on a pu observer des difficultés au printemps et à l'été, puis qui se poursuivent encore aujourd'hui. Des conséquences donc sur les prix. Et puis, je le disais, cette crise climatique, on a tous en tête ce qu'on a l'été dernier qu'on a vécu, où finalement des conséquences qu'on craignait à horizon 2050 commence déjà à être perceptible dès aujourd'hui, qui plus est sur un territoire comme celui de l'Hérault et sur la métropole de Montpellier, où l'enjeu de résilience va être de plus en plus important. Et donc, ça veut dire que ces tendances nous amènent à changer de modèle. Changer de modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour ce qui concerne le gaz, on a pris conscience collectivement qu'il y a nécessité de disposer d'un mix énergétique équilibré. Selon le vieil adage, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Il faut qu'on dispose aujourd'hui d'un bouquet énergétique, d'un mix énergétique diversifié, qui permet de répondre à l'ensemble des usages. Ce mix énergétique, il doit être décarboné, il doit accélérer sur les énergies renouvelables. C'est tout le sens d'ailleurs du projet de loi qui est en cours de discussion actuellement au Parlement. Nous, côté GRDF, c'est un virage qu'on a pris dès 2015, enfin en réalité dès 2011. 2011, première injection de gaz vert dans les réseaux publics gérés par GRDF. Le gaz vert, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie renouvelable qu'on obtient par méthanisation des déchets agricoles, des déchets ménagers ou des effluents d'élevage. En 2015, il y a une loi qui est importante pour nous, c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui nous fixe l'objectif de passer à 10% de gaz vert dans les réseaux à horizon 2030. L'année dernière, dans ce même forum zéro carbone, j'ai évoqué une dynamique de 300 sites d'injection de gaz vert dans les réseaux, une capacité de production de 6 TWh. Aujourd'hui, on est un an plus tard, on est à 480 sites. On va finir l'année à 500 sites de production de gaz vert en France, une capacité de production de 8 TWh, donc c'est déjà au-delà de l'objectif qui nous avait été fixé par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et le débat qui est en cours actuellement, c'est de passer de 10% de gaz vert en 2030 à 20%. C'est un objectif qui est largement atteignable. Et si on tient cet objectif de 20% en 2030, on peut raisonnablement tabler sur 100% de gaz vert en 2050 et d'être en conformité avec le scénario de l'ADEME. Vous pouvez peut-être citer quelques exemples de sites en Occitanie et voir peut-être sur le département de l'Hérault. Oui, en Occitanie, on avait l'année dernière 13 sites, on en aura 17 en service d'ici la fin de l'année. Sur l'Hérault aussi, donc la dynamique est forte, hein. Il y a le site de méthanisation agricole de Florensac qui a été mis en service. Et puis, dernièrement, pas très loin d'ici, à Nîmes, dans le Gard, la mise en service de la station d'épuration, donc avec un module gaz vert, donc injection dans le réseau. Il y a l'Aglopole de Sète aussi qui a fait le même choix. Bref, on voit qu'il y a des projets qui émergent, y compris d'ailleurs sur le territoire de la métropole de Montpellier, puisque dans le plan climat, air, énergie territoriale, on voit qu'il y a 2 sources de production de gaz vert qui ont été identifiées à partir de la station d'épuration de Latte, et puis à partir aussi d'Améthyste, hein, l'unité de méthanisation qui pourrait aussi injecter du gaz vert dans les réseaux. Donc on voit que finalement les solutions, elles existent, et il va falloir maintenant accélérer sur leur mise en œuvre, aller vers les énergies renouvelables. Et puis le deuxième volet qui est extrêmement important, c'est la sobriété. On a déjà commencé à l'évoquer, mais ça c'est le deuxième volet qui va nous permettre de faire de cette crise, comme vous le disiez, une opportunité. Virginie, on ne va pas opposer les énergies, on l'a dit, hein, l'important ce sera le mix énergétique du côté d'EDF et donc de l'électron. Alors, je pense que, comme l'a dit mon collègue, le sujet aujourd'hui de l'énergie, il pose 3 enjeux, je pense. On le voit avec cette crise en Ukraine. Le premier, c'est celui de la souveraineté énergétique. Le deuxième, c'est celui de la compétitivité des prix.
Et puis le troisième, c'est celui de la neutralité carbone. Et si je prends deux chiffres, depuis 40 ans, l'électron était aux alentours de 45 € du mégawattheure. Et là, il est passé à 500 € avec une pointe à 1000 € au mois d'août. Donc vous voyez un petit peu l'impact qu'a eu toute cette crise. Mais elle démontre aussi une chose, c'est que en France, depuis 1946, on a un mix énergétique autour, notamment pour l'électricité, du nucléaire, de l'hydraulique, du photovoltaïque et de l'éolien. Et on voit que ça nous a garanti jusque-là, en fait, cette stabilité des prix, cette souveraineté énergétique, mais aussi cette neutralité carbone, puisqu'en fait, ce sont des moyens de production qui émettent très peu de carbone. Pour vous donner un exemple, le nucléaire, c'est 66 grammes, le photovoltaïque, 14 grammes de CO2 par kilowattheure, le charbon, c'est 1058. Donc vous voyez la différence. Dernière chose, quand on a fermé Fessenheim, le même jour, ou en tous les cas la même semaine, les Allemands ouvraient une centrale charbon. Et on voit que dans les dernières années, en fait, il y a deux modèles énergétiques qui se sont opposés, celui des Français, celui des Allemands. Et aujourd'hui, on est tributaire, en fait, du modèle allemand qui a développé énormément les centrales charbon. Les centrales gaz aussi, mais on va dire dans une moindre proportion. Et en fait, on se retrouve avec cet impact très fort en fait, des hydrocarbures, d'un carbone qui a augmenté et finalement d'aucune solution. Donc aujourd'hui, en fait, pour arriver à affronter cette crise énergétique, et je partage complètement, hein, ce n'est qu'une accélération de ce qu'il va falloir faire pour atteindre la neutralité carbone. Eh bien aujourd'hui, il faut développer le nucléaire et sur les territoires, il faut développer des énergies renouvelables. Alors évidemment, on pense tout de suite à l'éolien, au photovoltaïque. Le photovoltaïque, il y a deux façons de le faire, hein. Ça peut être sur des grandes surfaces quand on est plutôt en milieu rural, mais ça peut être aussi en milieu urbain, sur les toitures, sur les parkings, ce qui est assez facile à installer. Et on peut aussi l'utiliser en autoconsommation ou revendre cette énergie sur le réseau. Et si je prends par exemple le sujet de l'autoconsommation, ça peut être le cas pour des collectivités, mais ça peut être aussi pour des entreprises, des industriels. Et par exemple, dans le Gard, on a l'entreprise Sanofi qui a installé des panneaux photovoltaïques en autoconsommation et qui aujourd'hui réduit considérablement sa facture énergétique parce qu'elle s'alimente avec du photovoltaïque. Et puis, il y a une énergie qu'on oublie et qu'on a peu développée sur ce territoire et qui, je pense, a beaucoup d'avenir, c'est la géothermie. Si je prends un exemple d'Alkia, donc une des filiales d'EDF, hein, qui travaille sur toutes ces questions de chaleur et de froid durable, a développé avec le conseil départemental de l'Hérault et notamment sur le site des archives départementales un concept très intéressant où en fait on alimente avec du photovoltaïque mais aussi de la géothermie toute l'installation des archives et du conseil départemental. Eh bien, je peux vous dire que quand on a fait ça, quand on se retrouve en 2022 avec une crise énergétique, et bien finalement, l'impact, il est très faible, puisqu'en fait, on a déjà réfléchi à sa problématique énergétique et on a déjà investi, et donc on a déjà fait les économies qui sont attendues et qui font qu'on va être beaucoup moins tributaire de l'achat d'énergie sur le marché. Et donc, pour faire face à cette crise, je pense qu'il y a trois éléments, hein. Il y a comment j'optimise. Donc optimiser, c'est ça, c'est investir dans de l'autoconsommation photovoltaïque ou géothermique, par exemple. Il y a l'efficacité énergétique, c'est-à-dire comment j'investis dans des systèmes qui sont moins consommateurs d'énergie. Et puis après, il y a la sobriété dont on parlera tout à l'heure. Simplement sur l'efficacité, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous utilisez des appareils, que ce soit à domicile ou dans les entreprises, vous avez des appareils qui sont plus ou moins consommateurs d'énergie. Et parfois, on n'a pas conscience de ce qui consomme de l'énergie. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le numérique, c'est 10% des émissions de CO2 dans le monde? C'est énorme. C'est plus que l'avion, alors que tout le monde ne parle que de l'avion. Quand vous laissez vos appareils en veille dans votre maison, c'est 10% de vos factures d'énergie.
c'est des choses faciles, c'est des gestes faciles à réaliser, mais qui pourtant ont un impact très fort. Quand vous baissez vos appareils de chauffage d'1 degré, c'est 7% de votre facture que vous économisez. Donc je pense que tout ça, c'est des gestes simples et puis surtout, c'est des investissements de long terme pour arriver à baisser durablement nos émissions de CO2 d'un côté et nos factures énergétiques de l'autre. Agnès, vous pouvez peut-être nous dire comment la ville et la métropole s'emparent des sujets de production d'énergie, et on évoquera après aussi peut-être les autres moyens qui sont mis en œuvre pour justement faire baisser la facture énergie. Tout à fait. Alors, on a évoqué tout à l'heure le plan climat que porte la métropole. Il est ambitieux et il nous donne une trajectoire. Et notamment, alors, on part en 2019 d'un taux d'énergie renouvelable dans la production, produite dans la consommation totale de l'énergie du territoire. Elle était de 3,5. 2026, on vise 6,5. C'est surtout 2050, qui est quand même notre deadline commune à tous, on vise quasiment 45%. Donc, si je reprends, on a évoqué plusieurs énergies. Si moi, je reprends l'exemple du déploiement des panneaux photovoltaïques, qui est un grand sujet, à la fois au niveau de la métropole et au niveau de ma délégation sur la commune de Montpellier. On a une douzaine de bâtiments qui, pour l'instant, qui sont équipés. On en a 3 en autoconsommation. Bien évidemment, tout ça va aller en progressant très très vite. L'autoconsommation, c'est quelque chose dont on ne parlait pas il y a même 3 ans. Voilà, donc ça va très très vite. Sur les outils qui vont permettre aussi à la population de déployer sa part dans le photovoltaïque. Donc c'est un outil qu'on a voté récemment. C'est l'installation d'un cadastre solaire qui va permettre à tous les habitants de la métropole de pouvoir faire une simulation et vérifier effectivement sa capacité à avoir une surface de toit ou pas d'ailleurs. On peut faire cette vérification en ligne, je On crois. peut faire cette vérification en ligne. J'ai pas le lien là à vous donner, mais vous le trouvez sur le site de la métropole. De la métropole. On a une grosse part d'investissement à faire, ça a été rappelé. Pour l'enveloppe qui est fléchée pour le développement du solaire, on donne l'exemple souvent des ombrières de la piscine Jacou, mais il y en a d'autres, ne vous inquiétez pas. Qui sont en cours d'installation. Qui sont en cours d'installation. Mais là encore, c'est long, hein, on le redit. Les fournitures, les ruptures de charge par rapport aux constructeurs, enfin, voilà, tout un tas de problématiques conjoncturelles, dirons-nous. Donc, on est sur une enveloppe de 300 000 € annuels pour l'instant. Encore une fois, je dis pour l'instant. Mais on sait que dès 2023, chaque fois qu'on installe un projet d'autoconsommation, on fait une économie entre 20 et 25% sur la facture. Donc évidemment, ça encourage tout le monde, les collectivités et les particuliers, à se lancer dans ce gros investissement. Mais enfin, moi, j'arrive de Paris, on était sur le forum, alors en marge du Salon des maires et du Congrès des maires. J'étais surtout sur le forum et le colloque concernant la journée de la précarité énergétique. On parle des particuliers, mais il faut aussi parler de l'habitat vertical, il faut aussi travailler avec les bailleurs sociaux. Il faut aussi que l'ANA prenne sa part et ne retire pas comme ça s'est passé très récemment, ne retire pas ses billes au prétexte qu'on serait sur du saupoudrage quand on accompagne donc 12 millions de personnes qui vivent en précarité énergétique. Donc, il y a des questions que le territoire peut traiter. Je suis ravie de l'introduction qu'il y a eu tout à l'heure et qui nous permettait aussi de dézoomer par rapport à toutes ces conjectures très techniques. N'empêche que, oui, effectivement, 86% de la population vit dans des milieux urbains et on a énormément de travail à mettre en place et d'investissement
Encore une fois, les collectivités peuvent beaucoup, se font le relais de beaucoup de choses, prennent des compétences avec des moyens qui sont chaque année de plus en plus légers, on va dire. L'État doit prendre sa part dans tout ce travail d'investissement et notamment vers les énergies renouvelables. Alors vous parlez de précarité justement. Comment est-ce qu'on peut résoudre l'équation fin du monde, fin du mois? Autrement dit, comment ne pas laisser les plus précaires sur le bord de la route sur ce sujet énergie? Ah, clairement, là, on rentre dans le débat du pouvoir d'achat. Mm. Nous, ici, sur le territoire, on l'a résolu en partie. Quand on a, dès la campagne électorale, quand on a annoncé qu'on partirait sur la gratuité du transport. Moi, j'entends effectivement que la ville du quart d'heure, que le multicentre soit une projection à long terme. En attendant, les gens doivent se déplacer. Et on sait que pour une famille, par exemple, de 4 personnes, la gratuité et le plan qu'on a mis en place fait faire une économie de 800 € par an. C'est un pouvoir d'achat, c'est un gain de pouvoir d'achat extrêmement important, ramené au nombre d'habitants de la métropole, encore une fois. Virginie, Frédéric, comment est-ce que vous accompagnez respectivement, enfin vos entreprises, pas vous, mais ce sujet de la sobriété et aussi donc de la précarité? Alors, la première chose, c'est que la précarité énergétique aujourd'hui, globalement en France, c'est EDF, le seul électricien qui la porte. Donc ça pose aussi la question, hein, au moment où en Europe on est en train de discuter de ce qu'on appelle le market design, c'est-à-dire comment on va organiser le marché européen de l'énergie. On a un modèle en France avec un opérateur de service public et aujourd'hui nous sommes les seuls à porter cette question de la précarité sur le marché de l'électricité. Donc juste pour vous donner quelques chiffres, hein, mais EDF l'année dernière c'était 18 milliards d'euros d'EBITDA. Cette année, on va être à moins 32 milliards d'EBITDA puisque nous contribuons à ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. C'est-à-dire qu'en fait, nous prenons à notre charge à la fois l'électricité que nous fournissons à nos concurrents, mais aussi que nous vendons aux clients particuliers, avec cette année une hausse qui va être seulement de 4%, alors que je vous ai dit que l'énergie avait été multipliée par 10 entre l'année dernière et cette année, et donc les particuliers ne vont avoir que 4% d'augmentation sur leur facture cette année et 23% l'année prochaine. Et donc nous partageons cette charge du bouclier tarifaire avec l'État qui, l'année prochaine, aura 45 milliards d'euros pour supporter ce bouclier tarifaire. Donc déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes le seul opérateur qui ne coupe pas l'électricité quand les gens ne peuvent pas payer leurs factures. Et nous avons, notamment sur Montpellier, mais aussi sur tout l'ex-Languedoc-Roussillon et en Occitanie, ce qu'on appelle des conseillers solidarité. Donc c'est à peu près une cinquantaine de personnes sur l'arc méditerranéen qui travaillent uniquement à accompagner les personnes en difficulté. Aujourd'hui, en région Aix-Languedoc-Roussillon, on est un des territoires où il y a le plus fort taux de pauvreté en France. On est à 20% en moyenne de taux de pauvreté en France, alors qu'en France, la moyenne, elle est à 14%. Donc c'est très important. Et il faut savoir que nous versons chaque année que pour l'ex-Languedoc-Roussillon 2 millions d'euros dans un fonds qui s'appelle le fonds Solidarité Logement, le FSL, pour aider les ménages en difficulté, les ménages précaires, à pouvoir, déjà faire des économies d'énergie, donc à travers des éco-gestes, à travers de l'investissement dans des appareils qui sont moins consommateurs, et puis aussi en étalant les factures, en les accompagnant au quotidien. Et donc sur une année comme celle qui vient de s'écouler, c'est 6 000 accompagnements que nous avons faits auprès de familles qui sont en précarité énergétique.
Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la précarité énergétique, c'est pas forcément ce qu'on imagine, hein. Ce ne sont pas que des personnes qui, depuis tout le temps, vivent dans la pauvreté. C'est aussi des gens qui sont dans des accidents de la vie, des chefs d'entreprise qui, du jour au lendemain, ont leur entreprise qui va fermer et qui se retrouvent avec une situation financière extrêmement complexe. Et donc, nous mettons en place, avec tous les acteurs sociaux des territoires, des mesures pour accompagner justement toutes ces personnes qui sont en précarité énergétique. Et donc, tout ça pour dire que les choix qui vont se faire dans les mois qui viennent sur la nationalisation d'EDF, sur l'organisation du marché européen, elle va aussi poser cette question du service public et cette question de la transition juste et solidaire. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper de modèle parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on est bien content dans les périodes de crise d'avoir, entre guillemets, un opérateur comme EDF pour assurer toutes ces charges de service public. Parce que je peux vous dire qu'il y a encore 2 ans, on expliquait qu'il fallait de la concurrence partout et sans prendre en compte justement ces questions-là. Je pense que cette crise, elle nous permet aussi de réaliser, comme pendant le Covid, hein, qu'on a besoin des hôpitaux, qu'on a besoin d'opérateurs de services publics et que l'énergie, c'est pas un bien comme les autres qu'on peut, entre guillemets, trader au jour le jour. Et il y a quand même toute cette question de la solidarité qui se pose et qui fait qu'on est dans un modèle, je pense, qui est plutôt très résilient par rapport à nos voisins allemands ou anglais. Frédéric, sur cet accompagnement à la sobriété. Oui, c'est le deuxième volet qui va nous permettre de sortir de cette crise. Ça a été cité, il y a à peu près 13 millions de personnes en situation de précarité énergétique, selon un rapport de la BPR. C'était avant même la crise que l'on connaît, donc évidemment la situation va être encore plus compliquée dans les années à venir. Sur le territoire de la métropole de Montpellier, on a déjà aussi un taux de précarité énergétique qui est supérieur à la moyenne nationale. Alors nous, on a une position où du coup, on achemine l'énergie gaz, on n'est pas fournisseur d'énergie. Pour autant, cette mission de service public, nous, on l'a aussi prise à bras-le-corps, hein, c'est aussi de notre responsabilité. Donc on a fait une chose, c'est que dès octobre 2022, on a envoyé à 500 000 de nos clients, à peu près 5 000 sur le territoire de la métropole de Montpellier, un courrier, des mails. Dès lors qu'on a identifié, grâce aux compteurs communicants en gaz, hein, il y a près de 9,5 millions de compteurs communicants qui ont été déployés sur l'ensemble du territoire national, dès lors qu'on a identifié qu'ils avaient des consommations 20% supérieures à une moyenne correspondant à une consommation proche de ce que vous pouvez observer sur le nombre de foyers, le nombre de personnes par foyer, le mètre carré, etc. Donc on les a sollicités pour leur mettre à disposition des solutions pour consommer moins. Déjà pour faire un diagnostic énergétique de leur installation. Il y a des solutions aussi innovantes qui sont très modernes pour baisser la consommation de gaz de 30 à 40%. Donc voilà, on les a accompagnés sur ce dispositif. Sur des dispositifs aussi de rénovation énergétique, il y a beaucoup de choses qui existent, mais des fois les particuliers ne savent pas véritablement vers qui se tourner. Donc c'est aussi notre rôle d'opérateur de réseau de les accompagner dans la connaissance de ces dispositifs. On accompagne évidemment les entreprises grâce toujours à ces compteurs communicants qui permettent d'avoir des agrégats de consommation lorsqu'une entreprise consomme sur plusieurs sites. Là aussi, l'idée, c'est d'avoir des dispositifs innovants pour consommer moins et consommer mieux. Et puis les collectivités locales aussi, à travers un dispositif dont on est partenaire avec la Banque des Territoires, c'est le dispositif Prio Réno qui permet de cibler finalement les actions de rénovation afin de gagner le plus rapidement possible des gains en matière de consommation d'énergie. Donc c'est vraiment un virage qu'on a pris. Et puis, effectivement, c'est une palissade, mais la meilleure énergie, l'énergie la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas. Il faut accélérer sur les énergies renouvelables. Ça, c'est vraiment le maître mot qu'on voulait faire passer. Ce qui veut dire qu'il faut bien qu'on calibre aussi nos investissements dans l'énergie de demain. Cette énergie de demain, elle doit être renouvelable. Et donc, du coup, il faut aussi des efforts de sobriété parce qu'il faut, je crois, avoir un discours de vérité. On a changé de monde véritablement avec cette crise. Ce n'est pas avec les modèles du passé qu'on va trouver les moyens de construire cette énergie du XXIe siècle. L'énergie du XXIe siècle, elle sera renouvelable, mais il va falloir qu'on apprenne à consommer différemment, à produire différemment et à se déplacer différemment. C'est l'enjeu qui est devant nous.
il va falloir qu'on y travaille collectivement avec l'ensemble des énergéticiens, avec l'ensemble de nos clients et aussi bien évidemment avec les collectivités locales. Ouais, un dernier petit mot rapidement. Annie. Oui, rapidement, là on parle des consommations, effectivement, ce que Madame Moniemang expliquait sur la place et l'importance du comportement d'EDF vis-à-vis des abonnés. Il existe sur la métropole de Montpellier une structure qui s'appelle l'Agence locale de l'énergie et du climat, que tout le monde connaît, qui depuis 2007 travaille notamment vers les copropriétés et les particuliers en général pour pouvoir travailler sur et les orienter au mieux sur à la fois du diagnostic et des solutions pour faire de la rénovation thermique dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui quand même beaucoup des passoires énergétiques. Et on en a ici. Alors effectivement, ici, on ne vit pas la même chose qu'à Roubaix-Tourcoing, mais Le problème ici, c'est le. Voilà, on est plus sur chaud comment l'été, rafraîchir à partir du mois d'avril, on va se le dire clairement. Voilà. Donc l'ALEC accompagne et propose énormément de choses, des ateliers. J'ai la chance, avec Madame Touzard, qui en est la présidente, d'être la vice-présidente de cette structure. On a énormément de rencontres. Il y en a une ce soir d'ailleurs sur la Maison pour tous Albert Dubout, pendant 30 minutes individuellement et après collectivement, les habitants peuvent effectivement aller chercher de l'information, une information d'accompagnement de l'ingénierie. 1300 € pour faire un amorçage de travaux, c'est pas grand-chose, c'est déjà le début, parce que là on est aussi sur des comportements et surtout une vision positive à donner. Beaucoup de propriétaires occupants ou de locataires ne savent pas qu'ils peuvent accéder à ces aides-là. Donc l'ALEC, avec tous les dispositifs Rénovons Collectif, prend son bâton de pèlerin et travaille sur tout le territoire pour informer et aider les habitants à se lancer, en tout cas, dans la rénovation thermique de leurs habitations. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre une question ou deux très très rapidement dans la salle. Si certains... voilà, je vois une main qui se lève là-bas. On va vous apporter un micro. Oui, bonjour. Je viens du Pic Saint-Loup. Merci tout d'abord d'avoir organisé cette matinée. Là, je viens d'entendre le monsieur qui vient de parler, qui avait l'esprit de négawatt. J'en suis ravi. Merci à madame, je n'ai pas retenu de EDF. Même si on n'est pas d'accord sur tout, ce qui est normal, mais après, ce sont des discussions. Là, vous parlez devant un parterre qui, je pense, est déjà convaincu de ce que vous dites. On le premier depuis plus de 15 ans. Est-ce que nous vivons une 4e révolution industrielle avec l'énergie en point de mire? Est-ce qu'on pourrait décentraliser tout ce que vous dites? À titre très individuel, très particulier, je reçois chez moi des gens pour parler de photovoltaïque, de thermique, et on s'aperçoit que les gens confondent le thermique avec le photovoltaïque encore, de nos jours. Il faudrait peut-être, nous avons 36 000 communes en France, est-ce que chaque commune ne pourrait pas informer, pas former, mais informer le maximum de personnes, déjà? Parce que c'est vrai que le photovoltaïque, bon, la métallisation c'est particulier, c'est le point de départ pour tout le monde, quoi. On a un peu de soleil, à Montpellier on a plus de 1300 heures d'ensoleillement par an. On a été la première centrale photovoltaïque chez moi en 2008, et on a déjà informé beaucoup de gens, et je m'aperçois qu'il y a un travail immense, quoi. Alors c'est ce que vous veniez de dire. Hein, c'est tout le travail de l'ALEC que fait l'ALEC ici sur le territoire. Quand l'ALEC a démarré en 2007, elle s'occupait d'énergie. En 2016, elle a rajouté un volet sur les économies d'eau aussi, parce que ça aussi c'est quelque chose dont il faudra un jour parler. On est à plus de 30 salariés sur l'ALEC. Et on manque encore de bras. Donc, en fait, c'est sans fin. Et l'information sur les 31 communes, en tout cas 19 qui sont adhérentes sur l'ALEC, ont évidemment accès à toutes ces informations. Vous pouvez aller sur le site de l'ALEC, vous verrez tous les rendez-vous, tous les rendez-vous que donne cette structure dans les communes. C'est très, très important. Alors, je sais que Virginie et Frédéric ont tous les deux des choses à dire, très, très brièvement, s'il vous plaît.
Moi, je vais parler d'une initiative dans le Gard, puisque je suis la présidente d'une association qui s'appelle la Cleantech Valley, qu'on a lancée en 2016. Et donc, cette association, elle regroupe les collectivités locales, les entreprises, les partenaires du territoire. Et justement, on s'est mobilisés tous ensemble pour arriver à développer des projets de transition écologique. Et aujourd'hui, je partage complètement ce que vous dites, c'est qu'en fait, il faut travailler à toutes les échelles. Il faut travailler à l'échelle européenne, à l'échelle nationale et à l'échelle des territoires. Mais surtout, ce qui me paraît essentiel, c'est qu'il faut arrêter de travailler en silo et il faut travailler ensemble pour trouver des solutions qui sont mixtes, hybrides, et chaque territoire doit trouver sa solution en complément d'une vision, on va dire, nationale, où il y aurait une solidarité qui doit perdurer entre les territoires et une solidarité à l'intérieur des territoires. Donc je vous invite à aller voir le site internet de la Cleantech Valley, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui fait référence parce qu'on a réussi, peut-être un peu plus tôt que tout le monde, à s'engager sur cette neutralité carbone, à essayer de travailler à la fois sur développement économique et développement écologique et à trouver cette forme de résilience qu'il faut qu'on trouve sur chacun des territoires. Un mot, Frédéric, sur... Oui, très rapidement, vous avez cité le scénario Négawatt, il y a aussi les scénarios de l'ADEME qui sont très intéressants, qui montrent finalement la voie à suivre, on la connaît. C'est-à-dire que le sujet aujourd'hui, c'est plus vers où on va, c'est dans quel rythme on y va. Et voilà, la crise nous l'impose, c'est le plus vite possible. Je vous rejoins, vous avez raison, l'enjeu, il est quel est le mix énergétique qu'on veut construire au niveau local. La solution, elle sera territoriale. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille en parfaite complémentarité avec les collectivités locales, parce que c'est bien à l'échelle des territoires que les mix énergétiques décarbonés avec une part importante d'énergie renouvelable vont se mettre en place. Donc c'est bien à l'échelle des territoires que ça se joue. Et puis, ça a été évoqué par Madame Monnier-Mang, nous on croit beaucoup aussi à l'interconnexion et la complémentarité des réseaux. On a beaucoup travaillé côté réseau électrique et côté gaz à une interconnexion au sein même des réseaux, avec le développement du numérique, des compteurs communicants, des points d'injection d'énergie renouvelable aussi bien sur le réseau électrique que sur le réseau de gaz qui change complètement la physionomie des réseaux. L'étape d'après, je pense, c'est l'interconnexion de l'ensemble des réseaux énergétiques entre eux. Comment est-ce que, par exemple, je produis un excédent d'énergie renouvelable avec le réseau électrique l'été, sauf que du coup la saisonnalité des consommations fait que c'est l'hiver que j'ai besoin de plus d'énergie. Mais il y a un procédé qui est tout simple, qui s'appelle le power to gas. Cette énergie renouvelable électrique, je la transforme en gaz, je la stocke dans les réseaux et je l'utilise l'hiver. C'est typiquement le genre de solutions, à mon avis, qui vont se développer dans les années à venir. C'est énergie renouvelable, sobriété et interconnexion des réseaux pour un mix énergétique décarboné et territorialisé. Merci beaucoup à tous les trois. On a débordé. Je vous remercie. Bien, merci à nos intervenants. Sujet suivant et qui est aussi bien entendu un sujet de préoccupation pour les habitants de la métropole de Montpellier. On va parler d'urbanisme, d'aménagement, de densité, d'équilibre du territoire. Et donc nous accueillons la maire adjointe à l'urbanisme, Maryse Faye, et l'architecte associé gérant des ateliers Garcia Diaz, Antoine Garcia Diaz. Tout ceci animé